Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africa TV à l'occasion de cette nouvelle édition de la Grande Question. Comment réussir l'organisation des compétitions sportives en Afrique? Telle est la question centrale qui fera l'objet d'échanges autour de cette table. Pour en parler, pour meubler ce moment, nous sommes sur le panel accompagné du docteur Ghislain Modeste Onomo, chargé de cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, chef de centre de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives dans la même institution. Bonsoir, docteur Onomo. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de revenir parmi vous pour partager, pour échanger sur ce thème. Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau en souhaitant continuer davantage dans ce sens. En face du docteur Onomo, nous recevons le docteur Emmanuel Bakena, professeur certifié d'éducation physique et sportive émérite, sociologue, chargé de cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports et à l'Université catholique d'Afrique centrale, si je me trompe. Bonsoir, docteur Bakena. Bonsoir, monsieur. Heureux de vous recevoir ici sur notre plateau pour la première fois. Merci aussi de m'avoir invité pour partager les informations. Merci. Alors, très bien, je commence par vous, docteur Bakena. C'est quoi une compétition sportive réussie? À noter que, par exemple, pour nos téléspectateurs, l'ouvrage prétexte que nous vous recommandons d'ailleurs pour la lecture, pour l'achat, est le suivant. Réussir l'organisation des compétitions sportives en Afrique, cas de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, docteur Bakena, c'est quoi une compétition sportive réussie? Merci de me poser cette question. Je pense qu'une compétition sportive réussie, c'est une compétition qui s'est passée telle qu'on a prévu et telle qu'on a programmé. C'est ça qu'on appelle une compétition sportive réussie. Alors, ce serait quand même une réponse trop facile, quand même. Cette le docteur Onomo va compléter dans le sens où on peut imaginer une compétition, on estime qu'elle a été réussie, mais il y a un certain nombre de facteurs ou bien de standards que l'on attend, ou alors que les partenaires, ou alors les instances futures sportives, les parties prenantes élaborent, certainement. Cet élément vaste, s'il faut sortir élément par élément, bien. Il y a les acteurs qui sont impliqués, les différents acteurs, que ce soit au niveau du sponsor, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des spectateurs, que ce soit au niveau des fans. Mais toujours est-il que lorsqu'on organise une compétition, il y a une programmation qu'on doit suivre et où tous les acteurs sont impliqués. Si cela se passe donc à la fin de la compétition telle qu'on a prévu, mais on peut parler de la réussite. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait peut-être des manques ou des couacs quelque part. Mais à la fin, si on réussit, moi je prends toujours l'exemple de nos étudiants. Quand nous sommes en face de nos étudiants, on a souvent l'habitude de dire, lorsqu'on va programmer les résultats, on a souvent l'habitude de dire que tous ceux qui ont plus de 12 de moyenne ont réussi. Mais n'oublions donc pas que cela va de 12 de moyenne à au moins 12 de moyenne à 18. 19 à 20. Sur 20. Tous ceux qui sont dans cette fourchette ont réussi. Et je pense qu'on reviendra peut-être là-dessus pour vous essayer s'il y avait une note à donner. Mais toujours est-il que je peux vous dire, une organisation sportive réussie, c'est une compétition sportive réussie, c'est cette compétition qui a été prévue d'abord sur les papiers et qui s'est réalisée sur le terrain. Merci. Merci, docteur Bakena. Alors, docteur Onomo, vous avez travaillé avec le docteur Bakena et le docteur Victor Saïdou, qui nous rejoindra peut-être en cours d'émission, sur le cas de la Coupe d'Afrique des Nations.
Coupe d'Afrique des Nations. Alors, prenons ce cas, de manière particulière. La CAN 2021 au Cameroun était-elle un événement réussi? Merci bien de m'inviter à prendre la parole. Il faut dire ici que, avant d'évaluer la CAN 2021, il faut dire ici que la notion de réussite est relative. Elle est relative, c'est pour ça que je vais rebondir sur l'exemple du docteur Bakena pour dire que celui qui a 12 sur 20 réussi, celui qui a 13, 14, 15, 16, tous ont réussi, mais pas de la même façon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés. Les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Alors, l'organisation d'un événement sportif, c'est un ensemble d'éléments qu'on met ensemble, qu'on mélange pour obtenir un événement sportif. Et c'est chaque élément qui doit permettre qu'à la fin, on ait quelque chose de satisfaisant pour tous. Et cette satisfaction, vous verrez bien elle va être relative. Pendant qu'un spectateur va trouver que pour avoir vécu telle situation, pour lui vraiment, ça ne vaut pas la peine, quelqu'un d'autre vous dira, non, moi j'ai été suffisamment comblé. Et maintenant, cette évaluation, quand on va faire l'évaluation globale, on va tenir effectivement compte des éléments de couac et on va aussi tenir compte des éléments de satisfaction. Quand on va additionner tout ça, on peut se prononcer sur la réussite ou non d'un événement donné. Parlant donc justement de la CAN 2021, je pense que nous avons sorti cet ouvrage bien avant cette organisation, mais ce que nous voyions déjà nous faisait comprendre que la réussite est à l'ordre du jour. Et si je vais reprendre les propos du président de la fédération, de la Confédération africaine de football, qui disait que pour lui, de toutes les compétitions de Coupe d'Afrique des Nations organisées jusqu'ici, celle de 2021 a la Palme d'Or. Ça veut dire que c'est une réussite, c'est un succès presque total. Ça, c'est le regard d'un technicien, d'un administrateur. Maintenant, nous sommes partis avec le regard des chercheurs. Et vous savez qu'on ne cherche pas forcément, pas seulement pour voir ce qui marche, ce qui se passe bien, mais on va aussi chercher à voir qu'est-ce qui n'a pas marché comme on a prévu pour que d'amélioration en amélioration, les prochaines fois soient plus réussies encore. N'oublions pas qu'avec tout ce qu'on a comme infrastructure sportive aujourd'hui, normalement, il n'est pas interdit que le Cameroun rêve des organisations au niveau mondial. Il n'est pas interdit. Donc, étant donné qu'au niveau africain, on parle de réussite, notre ouvrage voudrait aussi que, en améliorant ce qui a constitué des couacs, si on peut appeler ça ainsi, qu'au moment d'accueillir des événements beaucoup plus importants, qu'on puisse améliorer encore l'organisation et qu'on aille de réussite en réussite, peut-être de 14 sur 20 à 18 sur 20, pourquoi pas. Justement, en termes d'organisation, ce que l'on voit en premier, c'est l'infrastructure. On parle des infrastructures sportives, hôtelières, routières, sanitaires, et ainsi de suite. L'organisation, pour revenir dans l'ouvrage, l'organisation, le travail effectué ici, c'est basé sur la CAN féminine de 2016, qui a servi de prétexte et qui fut organisée en ce temps sur deux stades. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo et le stade Omnisport de Limbe. Quelles sont les normes de manière générale pour réussir, pour pouvoir prétendre à organiser une Coupe d'Afrique des Nations digne de ce nom? Parce que l'exemple, il y a la Guinée qui a fait des contingences internes qui s'est vu retirer l'organisation de la prochaine de 2025.
du coup, pour les autres pays qui sont en passe de solliciter l'organisation, quelles sont les normes qu'ils doivent respecter en termes de stade, docteur Nomo? Alors, en termes de normes, il faut tout simplement se référer à ce que dit la CAF. La CAF a tout un ensemble de catégories d'infrastructures sportives à sa disposition. Donc, c'est elle qui vous dit, OK, pour que ce stade soit aux normes de la CAF, voilà nos exigences. Et le pays hôte prend donc la peine de procéder aux réflexions qui permettent que tout ce que la CAF exige soit intégré dans l'infrastructure de sorte que nous puissions être opérationnels. Si je vous prends juste un petit exemple, le stade omnisport de Amadou Ahidjo, quand il accueille la CAN féminine 2016, la luminosité qui s'y trouvait était adaptée aux normes CAF pour la gente féminine. Ce n'est pas la même luminosité qu'on a utilisée pour les hommes, parce que en termes d'importance, c'est encore plus exigeant pour les hommes. Donc voilà un petit détail qui montre que la CAF a bien des normes pour chaque type de compétition et pour chaque niveau de compétition. Donc, vous avez bien vu par exemple que pratiquement dans le monde entier, le stade omnisport était le seul par lequel on sortait d'un trou et on rentrait dans un trou pour arriver sur l'aire de jeu. Mais la CAF ne vous acceptera jamais ça. C'est pour ça qu'il a fallu rapidement procéder aux améliorations pour que le stade ressemble à tout ce qui est stade homologué par la CAF. Donc les normes, chaque pays a conçu une infrastructure sportive au départ, mais au moment de vouloir passer au niveau africain, c'est la CAF qui vous dit « Ok, notre inspecteur nous fait comprendre que vous êtes aux normes, il n'y a pas de problème. » Ou alors, il y a tels aspects à améliorer pour que vous soyez aux normes. Donc du coup, les normes, c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois des inspecteurs de la CAF qui viennent vérifier que ce qu'on a observé au départ est en train d'être amélioré et être en train d'améliorer dans le bon sens. Parce que si pendant les améliorations, on se rend compte du fait que ça n'obéit pas au cahier de charges de la CAF, tout de suite, on va vous faire arrêter et réorienter les travaux qui sont en train d'être procédés. Parlant par exemple de la Guinée, je pense bien que tout ne concernerait pas que les infrastructures sportives. Parce que le côté politique, le contexte interne, intervient beaucoup. Voilà, ça fait que le sport, notamment le football, très souvent, il fonctionne avec la politique. Donc, c'est un peu de bonne guerre qu'il se voit retirer cette compétition. Mais ce n'était pas seulement pour un fait d'infrastructure sportive. On note que les pays qui sollicitent la candidature vont se référer au cahier de charges de la CAF. Alors, à côté, docteur Bakena, à côté des infrastructures sportives, notamment les aires de jeu sur lesquelles se déroulent les compétitions, les matchs de football, il y a d'autres types d'infrastructures qui sont mises en avant, qui sont exigibles. Pouvez-vous aborder ce sujet avec les spectateurs? Merci, mais je vais un peu revenir sur les infrastructures sportives. D'accord. Parce que à la CAN 2021, j'étais président de la commission compétition du site d'Infandena. Sadamadou Ahidjo. Président de la commission compétition. C'est-à-dire? Et j'étais responsable des ramasseurs de balles, des porteurs de drapeaux. J'étais responsable du rafraîchissement de toutes les équipes qui ont joué au stade Amadou Ahidjo, à partir des entraînements et des matchs. J'étais responsable des officiels techniques qui étaient affectés au stade Amadou Ahidjo. Que ce soit leur entraînement, je parlerai des arbitres, des officiels CAF, que ce soit leur entraînement,
que ce soit dans leur hôtel là où ils habitaient. C'est ma commission qui avait la charge de mettre à la disposition de tous ces acteurs des boissons et l'eau. Bien. Et je disais donc que c'est le spectateur qui vient voir le match ne sait pas ce qui s'est passé avant. Par exemple, nous avions travaillé avec ces ramasseurs de balles 2 mois avant. 2 mois avant la CAN. Vous imaginez? Parce qu'il fallait qu'ils maîtrisent les hymnes de chaque pays. Il fallait qu'ils maîtrisent, qu'ils adoptent la marche pour l'entrée au stade, qu'ils ne soient pas attirés par le spectacle en oubliant de ramasser le ballon ou de donner le ballon. Mais c'est un travail énorme qui était fait en amont. Pendant que nous étions en train de faire ce travail, il y avait les émissaires FIFA et CAF qui de temps en temps cassaient une partie du stade ou des tribunes que refaisaient parce que la hauteur même n'était pas celle qui était exigée par la CAF. Vous voyez, le stade Amadou Ahidjo était même en chantier pendant qu'on préparait la CAN. Donc c'est une manière de vous dire que beaucoup de choses étaient faites, mais malheureusement, heureusement, quand le spectateur vient voir son match, il voit le spectacle. Il voit le spectacle sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu. Vous voyez, je vous prends un exemple. Savez-vous que dans chaque vestiaire des équipes qui évoluaient sur le site de Fadena, lors du match, chaque vestiaire des joueurs devait avoir 35 palettes d'eau, 15 palettes de jus, y compris les vestiaires des ramasseurs de balles. Et chaque fois qu'ils terminaient, il fallait vite débarrasser de tout ça pour recharger. Bien. Et s'agissant de votre question, il n'y a pas que des stades. Ouais. Il y a les hôtels. Il y a les hôtels. Vous avez vu plus d'une fois, certaines délégations ont refusé même l'hôtel qui était destiné à leur délégation pour changer d'hôtel. Ouais, bon, et si on revient sur Qu'est-ce qui peut justifier, avant de revenir peut-être, qu'est-ce qui peut justifier qu'une délégation n'accepte pas un hôtel qui lui est dédié, sachant que la CAF a inspecté et elle a donné son OK? Non, je pense qu'il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères. Le premier critère d'abord, c'est, je pense, je peux appeler ça le calme. Parce qu'il y a certains hôtels qui sont au bord de routes. Vous voyez, avec tant de bruit, la concentration n'est pas bonne. Et peut-être le standing aussi. Hein. Le standing aussi, je me souviens que le Gabon avait refusé, je ne sais pas quel hôtel pour aller à Bastos. Vous voyez, c'est en fonction aussi de leurs moyens, je pense bien. Et qui assume à ce moment? Mais c'est eux-mêmes qui... Ils prennent tout ça à leur charge. Et je disais donc que si on prend l'exemple de la CAN féminine, puisque nous avions fait les déplacements, l'hôtel parlementarien hôtel sans publicité. Sans publicité, merci. Avait au départ 30 chambres. Pendant qu'ils préparaient donc la CAN féminine, on leur a donné, l'État leur a donné des moyens pour agrandir. Il s'est retrouvé à 75 chambres. Mais par contre, durant toute la CAN, le responsable hôtelier nous avait dit qu'il n'utilisait que 22 chambres. Sur les 75. Il n'utilisait que 22 chambres. Et les anciens clients étaient interdits de séjour là-bas, puisque la sécurité obligeait. Mais par contre, il nous a bien dit que
il a réalisé un bénéfice tel que et il souhaiterait que des pareilles initiatives se répètent. Donc il y a les stades, il y a les infrastructures hôtelières, il y a les hôpitaux. Oui. Les hôpitaux. Il y a le transport. Pour la circulabilité. Oui, effectivement. Il y a, je pense, plusieurs critères. Hein. La communication, effectivement. Donc, il n'y a pas que les infrastructures sportives. Et surtout, c'est la CAF qui organise. C'est la CAF qui organise. Et il y a un cahier de charges à remplir par le pays qui reçoit la compétition. À noter que le stade Amadou Ahidjo avait été conçu et construit depuis 1972. À ce moment, il n'était pas toujours terminé. Oui. Mais répondait-il aux normes à ce moment? Mais sinon, on n'allait pas organiser la CAN. D'accord. Sinon, on n'allait pas organiser la CAN de 112. Effectivement. Et peut-être que l'autre question serait de savoir si en 72, il existait déjà des normes CAF. D'accord. Alors, Docteur Bakena, oui. Vous étiez au cœur de l'action de la dernière CAN. On partira de vous donc pour cette question sur les ressources humaines. Oui. Comment s'opère le choix des ressources humaines qui interviennent durant le processus, On parlait tout à l'heure des ramasseurs de balles. Il y a ceux qui participent à la cérémonie d'ouverture. Oui. Il y a eu des remous sur le choix des chanteurs, des musiciens qui avaient presté lors de la cérémonie d'ouverture. Alors, comment s'opère ce choix? En fonction de quels critères? Et je pense qu'il y avait 15 commissions. C'est chaque commission qui avait la charge de former. Moi, j'étais dans la commission compétition, comme je vous ai dit. Nous avions la charge de recruter les ramasseurs de balles. Or, nous sommes partis au niveau des centres de formation. Tous les ramasseurs, nos ramasseurs de balles, sortaient des centres de formation. On leur avait donc demandé d'envoyer les dossiers. Ils ont envoyé les dossiers. On s'est réunis, on a étudié les dossiers et on a retenu 120. Et la veille, à une semaine du début de match, le président de la commission nationale de compétition nous a dit qu'il fallait seulement retenir 60. Donc on a fait encore un tri pour retenir que 60. Et nous avions fait travailler avec les 60 jeunes. On prenait 20, 40 et on permettait. Ceux qui venaient pour le match d'aujourd'hui devaient attendre pour le prochain match. Bien. Au niveau de la logistique, commission logistique, ils avaient choisi, on avait demandé aux jeunes de déposer les dossiers. Ils ont fait leur choix et ils ont retenu les membres de la logistique. Nous travaillons même avec une partie des jeunes de la logistique qui déchargeaient par exemple la boisson, qui amenaient la boisson de notre QG dans les vestiaires, ainsi de suite. Donc c'est chaque commission qui faisait le choix, qui recrutait et qui faisait le choix des jeunes qui étaient concernés. En toute souveraineté. En toute souveraineté, bien sûr. Non, docteur Onomoya, justement, il y a un minimum, un préalable, c'est-à-dire en termes de compétences, en fonction du domaine dans lequel vous êtes sollicité, il y a une présomption de compétences qui doit être mise en avant, certainement. Tout à fait. A priori, c'est ce qui devrait se passer. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé en 2016, au moment où nous menions cette étude. Oui. En 2016, c'est chaque ministère concerné, comme on l'a dit, le
l'hébergement, ainsi de suite, Même en 2022. tourisme, ainsi de suite, qui, c'est chaque chef de département ministériel qui envoyait la personne ou les personnes qu'elle estime compétentes pour représenter le ministère dans une commission. Mais en 2021, c'est plutôt les organisateurs du tournoi qui ont choisi qui devait venir représenter un ministère donné. Vous voyez que c'est plus le même fonctionnement. Mais nous pensons que pour que les choses se passent bien, là on est bien au niveau des ressources humaines, pour que les choses se passent bien dans une organisation comme celle-là, c'est le ministère qui doit envoyer quelqu'un officiellement pour faire ce travail. Mais là, c'est plutôt, en 2021, c'est plutôt le comité d'organisation qui a plutôt choisi qui l'estimait à la hauteur de mener cette activité-là. Et à ce niveau, je crois que ça peut faire, ça risque de faire un peu désordre. Parce que le ministre, lui, n'est pas au courant que vous êtes en train de représenter son ministère quelque part pendant que vous y êtes déjà. Or, normalement, la solidarité gouvernementale voudrait bien que c'est chaque ministère qui délègue quelqu'un et que cette personne rende compte à son ministre pour que les activités soient faites. Tout à fait. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, pour dire qu'en termes de ressources humaines, également, en 2016, on a eu, le Cameroun a fait face à une situation du fait que toutes les activités étaient centralisées. Tout se faisait à Yaoundé et une fois à Limbé, ce sont même des acteurs de Yaoundé. Prenons le cas du protocole. Le protocole de Yaoundé qui allait faire le protocole à Limbé. Malheureusement, ils ne connaissent pas les statuts, les grades et les préséances des personnes de la localité. Conséquence, on passait d'un scandale à un autre. Un chef de village, un fond ou un, je ne sais pas, qui doit avoir la préséance, on va le mettre plutôt au fond. Vous voyez, donc en 2016, on a fait face, en termes de ressources humaines, on a fait face à cette ignorance-là parce que tout était centralisé. Et dans l'ouvrage, nous avons suggéré que, encore que là, en 2021, on n'a plus affaire à 2 sites, mais à 6 sites. Alors, centraliser les activités de 6 sites, c'est un peu aller au suicide. Donc, la suggestion, c'était que pendant qu'on fait les préparatifs, que la décentralisation soit tout de suite implémentée et que chaque site gère tout ce qui peut concerner sur le plan local la gestion, les ressources humaines. Et je crois que les choses se sont au maximum bien passées. Sur ce d'autant plus que les organisateurs ont pris la peine, quand bien même, c'est par exemple le site de Garoua, on faisait appel aux personnes ressources originaires de Garoua pour rejoindre le site et contribuer au bon déroulement de la compétition. Je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait également reconnaître quand c'est bien fait que ça a été bien fait. Justement, pour parler de Garoua, du site de Garoua, on a observé une certaine mobilisation des populations au niveau des stades, notamment aux heures de l'après-midi. On peut imaginer que c'est dû à cette mobilisation des personnes originaires de cette zone-là. Tout à fait. Bon, de manière générale, dans les pays africains, quelle est la part du citoyen au quotidien, en dehors du fait qu'il doit venir au niveau des stades et tout? De manière générale, quels sont les écueils, alors quel est son rôle dans la réussite d'un événement comme la CAN, que ce soit au Nigeria, que ce soit la prochaine CAN en Côte d'Ivoire et tout. Donc, bien, merci. Et on qu'il est d'abord spectateur à la base. Oui. Il a un premier rôle de spectateur. Oui. Je parle même de ces spectateurs. Vous avez vu, nous tous, nous avions vu le match Cameroun contre l'Algérie à Blida. Oui.
je vous assure, je pense qu'il faut dire merci au public camerounais. Nous avions 6 sites, mais on n'a même pas vu des sièges cassés. Vous avez vu à Blida, avant la fin du match, la plupart des sièges se trouvaient sur la piste d'athlétisme. Mais nous n'avions pas vu ça au Cameroun. Je dis bien chapeau aux spectateurs camerounais. C'est une manière de vous dire qu'il faut éduquer. Il y a d'abord une exigence de discipline. De discipline. Il faut éduquer le spectateur. Oui. L'utilisation même des structures. Actuellement, dans nos stades, au niveau des toilettes, de fois ça fonctionne de manière automatique. Vous imaginez que quelqu'un qui part du village, qui peut-être n'était pas informé, arrive, qui est indisposé et veut se mettre à l'aise, mais sera surpris ou bien il ne saura quoi faire. Donc il y a une éducation à la base, d'abord du citoyen, pour l'événement. Vous voyez, il faut d'abord une éducation, parce qu'il risque d'être déçu de phraser. Voilà. Juste une éducation du citoyen dans son rôle au niveau du stade. Mais bien sûr. Il y a un rôle du stade. En dehors de ça, c'est il va à ses activités. Et tout. Il doit être dans les fan zones. Qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien? Comment est-ce qu'il peut contribuer au rayonnement, même sur le plan économique, même sur le plan mais bien sûr, social. Bien sûr. La CAN, c'est tous les acteurs qui étaient impliqués. Que ce soit le supporter du village. Parce que même dans les villages, il y avait des fan zones, des fan clubs, des fan zones, où les gens devaient se réunir et voir le match ensemble. Donc l'éducation là ne se limitait pas à ceux qui allaient seulement au stade, mais même à ceux qui regardaient le match à partir de leur village. Docteur il y a chacun sa part dans les rôles à jouer. L'État, les instances fêtières, les acteurs sportifs et les citoyens. Effectivement, il faut dire que l'organisation d'un événement comme celui-là, c'est un tout, c'est un ensemble. Et chaque élément, chaque maillon de la structure a un rôle bien précis à jouer. Alors, puisqu'il s'agit des spectateurs ou alors des populations du pays hôte, il faut dire que on ne va pas dire la pièce essentielle, mais tout comme. C'est pour ça que les pouvoirs publics prennent la peine de sensibiliser au maximum longtemps avant les populations. Vous vous rappelez bien qu'à un moment donné, il était question des panneaux publicitaires qu'on ne voyait pas suffisamment dans la ville. Tout à fait. Bref, qu'on n'annonçait pas suffisamment l'arrivée de l'événement, que ce soit au niveau de la ville de Yaoundé ou au niveau des autres sites. Mais en réalité, il faut dire que la population a pour rôle de s'impliquer dans l'organisation de l'événement. S'impliquer en se mobilisant. Se mobiliser, c'est qu'on se retrouve dans les stades comme supporters, c'est qu'on se retrouve dans les fan zones, dans les villages de jeux comme supporters, c'est qu'on se retrouve habillé aux couleurs d'une équipe, forcément celle du Cameroun, c'est qu'on se retrouve en train d'acheter des gadgets ou alors de vendre, de proposer des produits pour mettre à l'aise tous ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'au stade, par exemple, il arrive qu'on ait faim. Il faut bien des gens qui viennent vendre à manger et à boire pour que les spectateurs soient à l'aise. Donc, les populations ont comment dire, il faut que les populations s'impliquent. Et que ce soit en Afrique ou ailleurs, la population doit s'impliquer. C'est ça qui fait vivre la ville. C'est ça qui permet qu'on se retrouve en train de parler de la fête. Et du coup, l'événement devient un événement festif. Que ce soit pour les joueurs,
pour les organisateurs, pour les spectateurs. De toutes les façons, chaque maillon de la chaîne est concerné, mais les populations doivent jouer leur rôle. On a besoin de voir les stades remplis. Vous imaginez un match avec des vestiaires, des gradins vides, ça ne fait pas bonne image. C'est pour ça que au Cameroun, comme il disait, oui, chapeau spectateur, mais nous reviendrons également sur 2 ou 3 comportements qu'on a retrouvés dans nos stades qui ne gagneraient pas à être répétés. Très rapidement, on peut y aller, parce que nous engageons justement en termes de prospective les écueils qu'on a observés ici qui peuvent servir pour les leçons pour les autres compétitions. Alors, très rapidement, je vais embrayer sur ces propos vers la fin pour dire que l'organisateur, les responsables du sport au Cameroun, en général, et particulièrement ceux qui sont responsables de l'éducation civique au Cameroun, n'ont pas pris la peine d'éduquer le spectateur qui va au stade. Pourquoi? Parce que les vieilles habitudes reviennent très souvent au galop. Quand vous allez au stade omnisport, le spectateur a pris l'habitude de se mettre à l'aise en plein air. Alors, ceux qui ont pris ces habitudes-là se retrouvent avec des toilettes up-to-date, suffisamment modernes. Est-ce que à un seul instant, ça leur traverse l'esprit de ne plus aller au fond des gradins, mais d'aller plutôt dans les toilettes? Ça, c'est toute une question. Et ça a besoin d'éducation. Quand bien même cela arrive dans les toilettes, et ça, les différents directeurs des stades se sont plaints. Quand ils arrivent dans les toilettes, le fait qu'il n'y ait pas le langage scriptural qui voudrait qu'on utilise des icônes pour dire aux spectateurs comment utiliser ce matériel. Bon, vous voyez par exemple, on est habitué au robinet qu'il faut tourner pour que l'eau coule. Mais au stade, le matériel qu'on a installé voudrait qu'on approche simplement ses mains pour que l'eau coule. Alors, quelqu'un qui sort de son village, il a son pied, ben, il va insister jusqu'à ce qu'il casse le robinet. Ce n'est pas de sa faute. On va crier au vandalisme, mais en réalité, c'est l'ignorance qui se traduit dans les faits. Donc, on gagnerait à éduquer les populations parce que c'est les premières personnes à garantir l'entretien et la maintenance de nos infrastructures sportives. Prenons le cas des sièges. Quelqu'un qui a fini de fumer sa cigarette et qui l'éteint sur le siège avant. Le siège, il est en plastique. La cigarette, c'est le feu. Vous voyez très bien ce qui arrive. Ou alors, à la sous-tribune présidentielle, il y a des sièges rembourrés en jaune là, au stade omnisport de Amadou Ahidjo, que vous allez retrouver déchirés à la lame, ou alors avec des dessins, des écritures, à l'encre du stylo. Ce n'est pas des comportements citoyens. Et ça, c'est des petites choses qui montrent que le spectateur camerounais a encore besoin d'une prise en main, d'une éducation suffisante. Si on va au niveau du côté de Limbe, par exemple, les constructeurs du stade omnisport de Limbe ont pris du temps, quand ils ont fini de construire, de réunir les populations plusieurs fois le soir pour leur expliquer les réalités, comment utiliser l'infrastructure sportive, les équipements sportifs le moment venu. Et c'est pour ça que dans les résultats de nos études, vous trouverez qu'il y a eu suffisamment de difficultés, ou alors le spectateur de Yaoundé, pendant la CAN féminine, a créé suffisamment de problèmes au niveau de l'infrastructure sportive qu'à Limbe. Parce que ceux de Limbe, ils ont eu l'opportunité d'être suffisamment éduqués à l'utilisation de ces équipements. Vous comprenez donc que, comme il le disait si bien, l'organisation d'un événement ne s'arrête pas à l'infrastructure, aux hôpitaux, aux routes et autres. Voilà un volet éducationnel, le civisme, qui est très important, mais qu'on a complètement mis de côté.
Donc voilà, des choses comme les poubelles. Oui. Vous arrivez au stade après un match en 2016, mais vous dites, on dirait que c'est des cochons qui étaient là. La saleté un peu partout. Je parle du stade Omnisport de Yaoundé. Parce que c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe au stade Omnisport de Limbé. Parce qu'à Limbé, chaque vendeur se balade avec un sac poubelle. Quand vous avez fini de consommer, vous remettez ou alors il vient ramasser. Mais chez nous, pendant qu'on consomme et on jette à même le sol. Les quelques rares poubelles même qui ont été installées sont installées à une distance qui n'encourage pas trop le spectateur à se déplacer. Tout simplement parce que l'écart qu'il y a entre deux sièges, parce que les sièges qui sont installés au stade Omnisport, dans nos stades, ne sont pas, là on aborde un aspect, c'est l'ergonomie, ne sont pas aux normes de l'Africain adulte. Parce que quand vous regardez nos tailles et nos gabarits, ça n'a rien à voir avec les tailles et les gabarits des Asiatiques. Et c'est pour ça que la plupart des spectateurs vont se plaindre du fait que le siège lui fait mal au dos. Et quand il est assis, ses genoux touchent le siège avant. Et du coup, celui qui a sa poubelle à vider entre les mains, pour qu'il passe, il faut que toute la rangée se lève à l'aller. Il faut une grande mobilisation logistique. Voilà. Et qu'elle se lève au retour. Oui. Alors, certains spectateurs nous ont fait comprendre que maintenant, au lieu de déranger tant de monde à l'aller et au retour, ils préfèrent jeter ça entre ses pieds, c'est plus facile. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects dont il faut tenir compte dans la réussite d'un événement sportif. Si on s'en tient seulement aux caméras, aux spectacles et autres, oui, tout s'est très bien passé, super. Mais quand on rentre dans les détails, comme on essaye de vous le faire comprendre, on voit très bien qu'il y a des choses encore à améliorer. D'où, c'est pour ça que j'évoquais l'importance de ces améliorations pour l'accueil d'éventuelles compétitions de niveau encore plus important. Alors, le problème, en dehors de ce problème du comportement, y a-t-il d'autres écueils qu'on aurait pu relever dans l'organisation de la précédente CAN qui sera utile pour les organisations des organisateurs de la prochaine CAN? Bien sûr, mais avant d'y revenir, permettez-moi de revenir un peu sur ce que le docteur Nomo disait. Au niveau de l'affluence dans les stades. L'affluence dans les stades, une CAN, je pense qu'on devait, et comme on l'a même fait, associer les CTD, les collectivités territoriales décentralisées. Ce qu'on a vu ailleurs, on l'a même proposé. Parce que, imaginez le Sénégal, qui était logé par exemple au Mont-Fébé. Mont-Fébé est dans Yaoundé 2. Normalement, le maire de Yaoundé 2 devrait avoir un groupe qui devait supporter le Nigeria. Peu importe, ils sont des Camerounais, mais pour mettre de l'ambiance au stade, ce groupe devait être habillé aux couleurs du Nigeria pour venir supporter le Sénégal au moment où le Sénégal évolue. Vous voyez donc, avec cette ambiance, et c'est le moment où ces maires peuvent même signer des partenariats avec certains pays. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais au niveau des écueils maintenant, j'étais, comme je vous disais tantôt, au stade Amadou Ahidjo. Savez-vous que à 30 minutes du premier match qui s'est joué au stade Amadou Ahidjo, les ramasseurs de balles n'avaient pas de tenue. Et pourtant, c'est la CAF qui devrait fournir les tenues à ces jeunes. J'avais appelé le président national qui m'a dit de débrouille-toi à avoir des tenues pour ces jeunes. J'ai vu mon collègue, on est parti au marché central acheter les tenues pour ces jeunes. On a acheté des tricots pour qu'ils soient en uniforme. Heureusement pour nous, dès qu'on arrive à moins 15 minutes,
La CAF est venue avec 40 tricots, 40 tennis, 40 chaussettes, alors que nous avions 60. Vous voyez autant de cueil. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y avait aussi un autre problème. UCB. C'est UCB qui était retenu pour fournir de l'eau et la boisson. Deux fois, les équipes venaient s'approvisionner pour la boisson. Deux fois, il n'y avait pas la boisson sur place. Il fallait appeler, il fallait attendre, vous voyez, c'est autant de choses, mais que le commandant moteur ne peut pas voir. Nous, on voit seulement le match, mais on ne sait pas ce qui s'est passé bien avant. C'est autant de choses que nous avions rencontrées. Quelles sont les retombées, finalement, de ce grand événement? Est-ce qu'il y a même évidemment un intérêt pour les pays africains à organiser des compétitions sportives? Parce qu'il y a un coût pour l'organisation. Il faut voir maintenant les retombées pour les populations. Les retombées... Pour la Côte d'Ivoire qui va organiser ça. Les retombées ne peuvent pas manquer. Les retombées ne peuvent pas manquer. Peut-on les évaluer concrètement? Concrètement, bon, on va essayer. Je prends le cas de Bafoussam. Je ne sais pas si vous avez, tout ce dernier temps, fait un tour du côté de Bafoussam. Je vous assure, les routes sont goudronnées. Ce n'était pas avant. Cela n'était pas avant. C'est pendant la CAN qu'on a goudronné. Peut-être à Yaoundé, on ne peut pas. Pas pendant, à l'occasion. À l'occasion, j'ai dit à l'occasion. À l'occasion. Oui. À Yaoundé, peut-être on ne peut pas vite apercevoir ça. Nous étions à Limbe pour la CAN féminine. Mais ils nous ont dit qu'on a réparé certaines routes. On a même créé d'autres pour la CAN. Et à l'époque, on les appelait les délégués du gouvernement nous disaient que vraiment c'était très bien parce qu'on a tracé des routes qui allaient de la ville vers le stade et vers même le champ. Parce que certains ont profité de ça pour aller dans leurs champs sur nos routes. Vous voyez, donc, les retombées ne peuvent pas manquer. Les retombées ne peuvent pas manquer. Et tout à l'heure, on vous parlait de responsable hôtelier qui disait qu'il a réalisé un grand chiffre d'affaires. Que si ça ne dépendait que de lui, on devait organiser ça chaque année. Voilà des retombées. Même les vendeurs de maillots, de t-shirts, de casquettes, de tous ces accessoires. De tous ces accessoires. Chacun a quand même réalisé quelque chose. Chacun a réalisé quelque chose. Donc, on ne peut pas ne pas parler de retombées. Au contraire. Oui, avant d'aborder les retombées, je voudrais revenir sur quelques écueils encore. Pour dire, par exemple, que le Cameroun, à l'occasion de cette CAN, est l'un des rares pays au monde qui utilise les trois process d'entrée au stade à la fois. Parce qu'ailleurs, on va vous dire un seul process est suffisant. Mais là, nous, l'entrée est gratuite. L'entrée se fait sur invitation. L'entrée se fait sur achat des tickets. Vous voyez que c'est trois modèles d'entrée au stade. Ailleurs, on va vous dire qu'un modèle, c'est suffisant. Mais nous, on utilise les trois à la fois. Conséquence, quelqu'un qui a acheté son ticket se retrouve obligé de regarder le spectacle debout. Il a acheté son ticket parce que celui qui a l'invitation estime qu'il est peut-être mieux privilégié. Il est tranquillement assis. D'un. De deux, l'autre, ça rentre toujours dans l'éducation. Combien de Camerounais savaient et savent même jusqu'à aujourd'hui que sur votre ticket, il y a un numéro qui indique le numéro de siège que vous devez occuper. Combien le savent? Alors vous arrivez au stade, vous avez votre ticket qui vous dit que vous vous asseyez à la chaise 580. Mais vous y arrivez, vous trouvez qu'elle est déjà occupée.
Et n'essayez pas trop de dire à celui qui l'occupe que c'est votre chaise. Il va vous démontrer par A plus B que lui il est bien assis. Vous allez voir des choses comme les tourniquets. Les tourniquets sont installés dans nos stades, mais on ne les utilise pas. Effectivement, on ne peut pas les utiliser parce qu'on a les trois approches à la fois. Parce que les tourniquets voudraient bien que ce soit un seul mode d'accès. J'ai acheté mon ticket qui a un code, la machine reconnaît, elle s'ouvre à moi et elle compte 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000, jusqu'à 60 000. Mais quand mon ticket n'est pas reconnu par la machine, elle ne s'ouvrira pas et ça va créer des problèmes. Donc, on préfère annuler l'usage des tourniquets et on revient à l'ancien fonctionnement. Donc, vous voyez un peu des choses comme celle-là. On peut encore vous prendre 10 exemples, mais comme pour vous dire qu'il n'y a pas que les infrastructures, il n'y a pas que le côté éducationnel compte également beaucoup. D'ailleurs, c'est le comportement qu'affiche le spectateur au stade qui contribue comme premier élément de maintien et d'entretien de cette infrastructure sportive. Et ce qui se passe dans nos stades se retrouve dans nos infrastructures de tous les jours, dans nos ministères, dans nos rues. Combien de fois le Camerounais va prendre un objet, une poubelle qu'il a fini, quelque chose qu'il a fini, une orange qu'il a fini de sucer et balancer à travers la fenêtre de sa voiture? Combien le font? Donc, on est tellement habitué à poser des actes inciviques comme cela, au point où on transpose ça tranquillement dans nos infrastructures sportives et même dans nos infrastructures ministérielles, ainsi de suite, sans problème. Alors, pour revenir au niveau des retombées, la première chose qu'on va dire, c'est que l'infrastructure sportive est le premier élément qui nous fait comprendre qu'il s'agit d'un événement sportif. La construction de tous ces stades-là, première chose, vient changer le design, l'environnement de la ville. Première chose, c'est une beauté. Quand vous allez au Lembe aujourd'hui, vous dites « Waouh, comment on a imaginé, mais quelle belle infrastructure !» Et les routes qui accompagnent l'accessibilité. Il y a ça. Il y a toutes les infrastructures routières. Il a pris l'exemple de Bafoussam. Hospitalières, la plupart des hôpitaux régionaux ont revu le nombre de lits, le plateau technique à un niveau qu'ils n'avaient jamais espéré auparavant. Les ambulances médicalisées, c'est des choses dont on entendait parler peut-être dans certaines villes. Mais je crois qu'aujourd'hui, si les 6 sites qui ont reçu la compétition ont pu garder leur matériel, je crois que c'est une avancée considérable. Si on va regarder au niveau sportif même, c'est à Limbé que le délégué du gouvernement à l'époque nous disait la ville n'avait pas une seule équipe de football féminin. Oui. Mais après la CAN féminine. Oui, après la CAN féminine, il y a des équipes dans la ville et ça joue et ça attire des spectateurs. Donc pour lui vraiment, d'autres retombées dans la ville de Limbé toujours, l'embellissement de la ville. Parce qu'à l'occasion de la CAN 2016, ils ont recruté à peu près 200 ou 250 jeunes pour embellir l'entretien au quotidien de la ville. Et ça fait qu'à la fin de la CAN, ils n'ont pas trouvé bon de mettre fin à ce système. Ils ont permis que ça prospère. Donc, des équipes d'entretien de la ville ont été créées et ont été pérennisées. Je crois que quand vous arrivez à Limbé aujourd'hui, comparativement à d'autres villes du Cameroun, vous comprenez tout de suite qu'il y a une différence en termes d'insalubrité, de salubrité et même d'espace floral. Les retombées, oui,
en termes de pratique sportive, toutes les infrastructures sportives là, on ne les a pas créées pour qu'elles ne soient pas utilisées. Le championnat camerounais devrait bénéficier en termes de qualité d'infrastructure, parce que qui dit bonne qualité d'infrastructure, forcément va influencer la qualité du spectacle positivement. Donc je crois que tout ça, ce sont des choses qui ont permis que le Cameroun ait des retombées. Maintenant, est-ce que c'est des retombées palpables? Bien sûr. Je crois que tout ce que j'ai pris comme exemple là, c'est des choses, si on va à Limbé aujourd'hui et on va trouver le football féminin qui est effectif, c'est des choses qui n'avaient jamais existé. Les infrastructures, elles sont là, on peut les voir. Et quand vous demandez si les pays africains gagneraient à organiser, moi je vous dirais oui. Oui, oui et oui encore. Il n'y a qu'à voir au niveau mondial par exemple. Comment est-ce que les pays, les villes se disputent l'organisation des Jeux olympiques, Coupe du Monde. des Coupes du Monde? Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en termes de retombées, et je vais vous dire, nous ne l'avons pas évoqué dans l'ouvrage, mais quand vous allez dans les autres pays, la plupart d'infrastructures de haut niveau ont été créées à l'occasion d'organisation d'événements comme cela. Vous imaginez si on avait saisi l'organisation de la CAN 2021 pour avoir le premier tramway du Cameroun? C'est des choses inoubliables. Et c'était faisable. D'Olembe à la pause centrale, on peut bien lancer un tramway. Aussi simple que ça. Du stade Omnisport à la pause centrale. Et vous voyez que ça résout le problème d'évacuation tant avant le match qu'après le match. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, même si on me donne le billet gratuitement, je ne vais pas au stade. Parce qu'à l'aller, c'est une chose, mais au retour, la souffrance pour arriver chez toi. Or, avec un tramway qui peut en un seul tour évacuer 1000, 1500 personnes, voire plus, je crois que ça permettrait d'évacuer rapidement une infrastructure comme Olembe qui est un mastodonte d'aujourd'hui. Je vais même ajouter... Oui, un mot, oui. Oui, je vais ajouter quelque chose. Vous voyez, quand vous parlez des infrastructures sportives, sur chaque site, il y a au moins... la CAN nous a laissé 3 terrains d'entraînement et qui ne sont pas des petits terrains. 3 terrains d'entraînement sur chaque site. 3 terrains d'entraînement. Nous avons même proposé ici que, bon, il est vrai, le sud-ouest, le nord-ouest connaissent des problèmes. Mais autrement dit, on pouvait exploiter même l'océan. Le stade de Limbé se trouve à moins de 300 mètres de la mer. Et en passant, vous allez vérifier, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations aussi, il semble que l'équipe de Sierra Leone, j'ai suivi le reportage, quelqu'un disait qu'on les attendait dans les airs, ils sont arrivés par l'eau. Donc, il y avait des gens qui viennent, des touristes, qui ne viennent pas voir le match, mais qui viennent découvrir le pays, qui pouvaient bien voyager par bateau. Et non seulement ça, à Tico, il y a un stade, je parlais de l'aéroport qu'on pouvait exploiter. Heureusement que tous ces derniers temps, on parlait de ça. Si bien que, lors de la CAN féminine, les experts CAF descendaient à Douala, prenaient les voitures pour Tico, alors qu'ils pouvaient descendre directement par l'aéroport. Bon, vous voyez, c'est autant de choses dans les pays qui organisent les grandes compétitions, ce que ce pays bénéficie à la fin de ces compétitions. En tout cas, Fabrice, je voulais juste rajouter en disant que cet ouvrage est riche d'informations. Je crois que j'encourage encore les spectateurs, les téléspectateurs à s'en procurer, parce que là, on vous évoque juste quelques éléments. Tout à fait. Mais si vous parcourez sur cet ouvrage, je crois que vous ne serez pas déçus. Très bien. Alors, merci, Dr Nomo. Merci, Dr Bakena. Merci au Dr Victor Saïdou qui ne n'a pas pu nous rejoindre. Et nous espérons l'avoir la prochaine fois. Alors, mesdames, messieurs,
vous avez eu quelques pistes pour mieux organiser les compétitions sportives. Ce n'est qu'une échelle de présentation. L'ensemble des propositions évoquées ici est également possible pour d'autres compétitions, dans d'autres épreuves sportives. Nous vous encourageons véritablement à vous procurer cet ouvrage de 300 pages pour avoir tout le contenu de ce qui a été dit ici et davantage. Merci, à très bientôt sur Africa TV.